Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro en haut d'un instant avec le Fonds, le rendez-vous du Fonds Merci. Nous sommes aujourd'hui accueillis ici à l'Institut Lafayette sur le campus de Georgia Tech par Abdallah Ougazaden, qui est le président de Georgia Tech Europe et coprésident de l'Institut Lafayette. Abdallah, bonjour. Bonjour. À vos côtés, on retrouve Simon Gauthier. Vous êtes, Simon, directeur de la technologie ici à l'Institut Lafayette. Oui, bonjour. Et sur la même table que vous partagez, on retrouve Jean-Paul Salvestrini, qui est directeur du laboratoire international Georgia Tech également. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Et enfin, avant de démarrer cette émission, on retrouve à vos côtés Maurice Grunewald, président du Fonds Merci. Maurice, bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Abdallah, tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous ainsi que vos équipes, pour l'accueil que vous nous faites ici dans un des laboratoires de l'Institut Lafayette. Avant d'attaquer sur le fond du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pourriez-vous, en restant très pédagogue, nous dire en quelques mots ou en quelques phrases qu'est-ce que l'Institut Lafayette et surtout ce que l'on y fait? Oui, d'accord. Donc, merci de nous avoir donné cette opportunité pour présenter l'Institut Lafayette. Donc, l'Institut Lafayette, c'est une plateforme de transfert technologique et d'innovation. C'est-à-dire que quand on fait la recherche dans les laboratoires de recherche, donc c'est de la recherche, on va dire, académique. Et après, il faut que la recherche soit finalisée. Et donc l'Institut Lafayette, le but, c'est de finaliser la recherche qui se passe dans les laboratoires. Dans un domaine très spécifique, c'est dans le domaine des semi-conducteurs pour des applications qu'on appelle optoélectroniques, à savoir les diodes électroluminescentes, les cellules solaires, les capteurs, les lasers, etc. Abdallah, vous avez sollicité le Fonds Merci afin de soutenir le financement d'un banc d'essai pour, alors je vous cite, l'intégration de mesures de capteurs afin d'améliorer la surveillance de la qualité de l'air et la gestion d'espaces occupés par des femmes ou des hommes en entreprise, entre autres. En d'autres termes et en vulgarisant au maximum, de quoi s'agit-il? Oui, en effet, donc l'Institut Lafayette, en partenariat bien sûr avec le laboratoire l'IRL, donc Georgia Tech CNRS, nous avons développé des capteurs de pollution, donc de l'air. Et en général, les gens toujours pensent, quand on parle de capteurs de pollution, c'est de la pollution à l'extérieur. Alors que nous, on commence à s'intéresser à la pollution dans un milieu confiné. Et ça, c'est très important parce qu'on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur, dans un milieu confiné, qu'à l'extérieur. Et il n'y a pas beaucoup de mesures de pollution à l'intérieur dans un milieu confiné. Et le fonds de dotation Merci nous a permis d'aller plus dans cette expérience, d'appliquer donc ces capteurs-là dans un lieu de travail. Et ça, c'est très important parce que le lieu de travail, donc si c'est une usine ou si c'est vraiment même un lieu où il y a des bureaux, il y a beaucoup de pollution générée soit de l'intérieur, soit qui vient de l'extérieur. Abdallah, merci beaucoup. Je reviens vers vous justement dans quelques minutes, ainsi que vers votre équipe. Maurice, en l'occurrence, pourquoi vous, de votre côté, Fonds Merci, vous avez décidé de soutenir et de financer cette action? Je rappellerai d'abord que l'objet social du Fonds Merci, c'est d'accompagner dans le milieu de travail, partout où il y a des travailleurs, dans le secteur privé comme dans le secteur public, accompagner ces travailleurs pour améliorer leurs conditions de santé, de sécurité et surtout avec les développements récents de la législation de bien-être, notamment bien-être mental, psychologique. Il est évident que dans ces conditions-là, travailler sur l'homme, la femme, qui est amené à répondre à des gestuels, de répondre à une présence en face d'un équipement, d'un mécanisme ou autre chose, c'est bien. Travailler pour imaginer comment on peut améliorer les outils de travail, c'est encore mieux. Mais il est évident que tout cela se passe dans un espace, dans un environnement. Et notamment, comme l'a dit Monsieur le Président, dans un environnement clos. Il est évident que plutôt que d'attendre
que cet environnement devienne nocif pour la santé des salariés, il vaut mieux avoir un système de détection préventif pour pouvoir déclencher l'alarme, dirais-je, avant que la pénibilité ne soit ressentie au niveau de la santé des salariés. Alors le projet qui nous a été présenté par Georgia Tech entre tout à fait dans cet objet social, puisqu'il est d'intérêt général, qui est une de nos contraintes, il est innovant, qui est une deuxième contrainte, il est au profit de la santé, de la sécurité et du bien-être des hommes et des femmes en milieu de travail. Il était tout à fait naturel que nous répondions présent et je suis très heureux de ce projet qui entre tout à fait dans notre mission. Simon, je rappelle que vous êtes donc directeur de la technologie ici à l'Institut Lafayette. Pour qu'on comprenne bien, je vais partir d'un comparatif peut-être un peu malheureux, mais c'est pas grave, je l'assume. On parle de capteurs et de mesures en milieu clos. Avec le Covid est apparue, je crois, une nécessité, notamment dans les salles de classe, d'aérer régulièrement pour éviter qu'il y ait trop de CO2 et puis éventuellement de chasser le virus à l'extérieur. Quel lien ou quel parallèle peut-on faire ou ne pas faire d'ailleurs entre les capteurs sur lesquels vous souhaitez travailler et ceux qu'on trouve dans le commerce? Eh bien, les capteurs sur lesquels on va travailler sont des capteurs qui sont haut de gamme, qui sont à destination de la métrologie, c'est-à-dire la mesure fine des éléments, et en particulier le CO2, mais ça se transfère également à d'autres données. Vous le dites en particulier au CO2, mais aussi à d'autres données. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer en milieu clos? Abdallah a commencé à en parler tout à l'heure. On a parlé d'une multitude de mesures. Qu'allons-nous pouvoir mesurer? Alors, nous allons pouvoir mesurer donc le CO2, on l'a dit, mais aussi les particules, hein, la quantité de particules par unité de volume, la présence d'autres gaz, de composés organiques volatiles, par exemple. Et nous avons conçu donc toute une plateforme qui permet de multiplier tous ces points de mesure, puisque la qualité de l'air, en réalité, elle est faite de plusieurs éléments combinés. Hein, et c'est de ce point de vue qu'on. Alors, vous l'avez en main. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'apprendre moi. Cette plateforme, pour la montrer à la caméra pendant que vous nous expliquez en quoi elle consiste. Donc, si je ne me trompe pas, ici, on a donc le capteur. Nous avons ici un exemple de capteur, oui. D'autres emplacements que vous voyez en dessous sont pour d'autres capteurs à venir, y compris des capteurs, on y reviendra tout à l'heure, de nouvelle génération conçus à l'Institut Lafayette. Et on voit un microprocesseur qui permet d'assumer la mission de transmission des données, toutes les données étant centralisées dans un serveur, et c'est ces données qui vont servir à gérer la qualité de l'air et les actions sur la qualité de l'air pour le bien-être des personnes, comme vous le disiez tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'est donc vous qui fabriquez ce capteur haut de gamme à haut niveau de précision? Absolument, absolument. Alors celui-ci, nous avons ici un wafer qui contient également, là, qui montre des capteurs tels que fabriqués ici à l'Institut Lafayette et qui sont intégrés dans les modules que vous voyez. Et c'est l'originalité de notre projet, d'avoir ces capteurs. Ici, des capteurs à l'état brut, si on veut, directement au plus près du semi-conducteur. Ce capteur est ensuite transféré dans un boîtier, comme vous l'avez vu, de façon à être intégré sur le système que vous aviez en main à l'instant. Jean-Paul Salvestrini, vous qui êtes donc directeur du laboratoire international, quels sont les savoirs qu'il faut mobiliser pour réaliser de tels outils? Alors, si on parle juste du capteur, eh bien, il faut déjà pouvoir fabriquer le matériau. Donc, on a la chance d'avoir une équipe spécialiste dans la fabrication de semi-conducteurs. Et ensuite, il faut être capable de fabriquer le composant. Donc, c'est l'objet de l'Institut Lafayette, une des missions de l'Institut Lafayette qui va permettre de fabriquer sur les matériaux qui ont été crus, sur le substrat, de fabriquer les composants d'intérêt. Voilà. Abdallah, je reviens vers vous. Aujourd'hui, on en est à l'étape 1, c'est la création d'une plateforme. Quelles sont les différentes étapes de ce projet? Quel en est le phasage et combien de temps ça va durer? Oui, effectivement, donc on est dans la phase, on va dire, la phase de prototypage. Donc de faire un prototype
qui va répondre aux critères que nous avons définis ensemble avec le fonds de dotation Merci. Et ensuite, donc, on va passer à des générations, je veux dire, beaucoup plus sophistiquées, parce que la détection, comme il a bien précisé mes collègues Simon et Jean-Paul, c'est un système complexe. Il faut tenir compte par rapport à ce qui existe dans le commerce actuellement. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres, par exemple la température, l'humidité, le flux du vent ou de l'air qui est autour, et d'autres paramètres influencent les mesures et les concentrations. Donc on va tenir compte de tous ces paramètres-là, et donc on va les ajouter au fur et à mesure. Donc c'est modulable pour arriver vraiment à un système complet. Et bien sûr, il faut qu'il soit compact, il faut qu'il soit pas cher et fiable. Alors, Jean-Paul ou Simon, je ne sais auquel des deux m'adresser. Dans ce module, si j'ai bien retenu, il y a une partie qui est nécessaire à la transmission des données. Comment sont traitées, que deviennent ces données ? Je peux peut-être commencer, puis Simon, tu compléteras. Donc c'est là que notre laboratoire intervient aussi. On a une équipe qui est spécialisée dans les systèmes complexes. Donc ça veut dire recevoir, à partir des données qui vont être de l'énorme quantité de données qui va être générée par tous ces capteurs, ça va être de les traiter et d'avoir un outil, une interface graphique pour pouvoir les analyser sereinement et ensuite faire des prédictions. Donc, alors voilà ma contribution. Tu as absolument tout dit. Oui, le système qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est le nœud qui rassemble les données et qui seront traitées effectivement par des algorithmes avancés, par un ordinateur déporté, puisque tout ça est délocalisé, je veux dire. Voilà. Je m'adresse à vous trois. Qu'est-ce qui vous a poussé à investiguer, à faire des recherches dans ce domaine ? Dans le domaine des capteurs. Oui. C'était une belle histoire en fait. Ça a commencé avec la société Peugeot PSA, qu'on appelle maintenant Stellantis. Ils sont venus nous voir à l'époque pour développer des capteurs de pollution pour les pots d'échappement, dans les pots d'échappement des voitures diesel à l'époque. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a même développé donc, dans l'IRL donc, des technologies nouvelles. On a pratiquement 6 brevets dans ces technologies-là, donc de ces capteurs. Et finalement, on a fait évoluer ces capteurs-là, non seulement dans la pollution de l'air ou des pots d'échappement dans les voitures, mais aussi pour l'environnement, et autres applications dans le même domaine biologique. Simon, aujourd'hui, j'ai entre les mains un prototype. À partir de quand ce prototype se transforme en un usage à grande échelle ? Y a-t-il du dépôt de brevet et comment est-ce que vous confiez ça à des industriels ? Alors dans l'état actuel des choses, ce dispositif que vous voyez qui est en version 0, on va le dupliquer, on va faire la preuve du concept que l'on peut mailler un espace de manière à produire des données qui sont utilisables par des algorithmes intelligents. Et moi je suis tout à fait convaincu que ça donnera lieu à de la propriété, à l'établissement de propriété intellectuelle dans ce domaine en particulier. Jean-Paul, vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Oui, je veux bien compléter. En fait, l'aboutissement du projet, ça serait d'avoir en fait un outil qu'on va pouvoir adapter à différentes situations. Donc ça, j'allais dire, moi j'ai même envie d'en faire une start-up, et donc de proposer ce type de choses. Voilà, quelqu'un qui fait des cockpits d'avion, qui a des problématiques, qu'est-ce qui se passe dans un cockpit lorsqu'on est à 8000 mètres d'altitude, quelqu'un qui travaille en hôpital. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cet outil, de simuler l'environnement voulu et donc de faire des prédictions et des simulations pour le client. Voilà. Abdallah, je reviens vers vous en qualité de président. On va parler un tout petit peu d'argent. Aujourd'hui, vous mobilisez du personnel, des chercheurs de très haut niveau, un matériel de très haute technologie. Travailler aujourd'hui sur ce type de capteur, sauf si c'est secret, ça coûte combien et à hauteur de combien avez-vous sollicité le fonds Merci ?
En fait, c'est une recherche, on va dire, cumulative. C'est un savoir qu'on a cumulé pendant une dizaine d'années dans ces technologies-là, où il y avait des thèses, des doctorants qui ont passé, des brevets, comme je viens de citer, et beaucoup de travail. Donc, si je fais la somme de tous ces, je veux dire, temps de travail et les budgets qu'on a eus par soit des contrats dans les ANR, l'Agence nationale de recherche et autres contrats, donc c'est plusieurs millions d'euros qu'on a eu. Mais le but d'une recherche aussi, c'est d'arriver à finaliser ce qu'on est en train de faire avec des applications. Et c'est là que on travaille avec le fonds de dotation Merci, c'est que c'est une des applications, c'est donc d'utiliser ce capteur-là pour vraiment le bien-être des travailleurs. Et ça, je trouve, comme il a dit Monsieur le Président, pour nous, c'est vraiment c'est sacré, c'est une application qui nous motive tous ensemble, au-delà de vraiment les moyens qu'on va avoir ou le budget qu'on va avoir du fonds de dotation Merci. Mais effectivement, on a eu 150 000 euros donc pour ce projet-là. Donc c'est le budget pour avoir des ingénieurs qui vont travailler, les salaires des ingénieurs. Il y a un peu de fonctionnement pour arriver à faire le développement du prototypage. Je profite du lien pour revenir vers vous, Maurice. C'est peut-être l'occasion de rappeler plus largement, au-delà de ce projet, comment est-ce qu'une entreprise peut aujourd'hui solliciter le fonds Merci pour avoir un cofinancement d'un projet innovant? Il est évident que la meilleure façon, puisque maintenant nous avons fait pas mal de communication, le fonds de dotation Merci est connu, il suffit, soit par téléphone, soit par courrier, par mail, par Internet, de saisir le fonds de dotation Merci en exposant en quelques mots le problème et l'absence de solution à ce problème. Nous nous rencontrons, on se fait expliquer avec les membres du bureau, on se fait expliquer le problème posé, qui n'a pas de solution encore. On essaye de trouver si vraiment il y a intérêt général, s'agissant de la santé, de la sécurité, du bien-être des travailleurs, l'intérêt général va de soi, je dirais qu'il est quasiment toujours présent, mais il faut également qu'on détermine s'il y a innovation. C'est-à-dire on fait quand même une petite enquête pour savoir si le marché ne répond pas déjà aux problèmes posés, auquel cas il n'y aurait pas innovation, et à ce moment-là, nous n'intervenons pas. Mais je dois dire que dans les sujets qui nous ont été soumis, cet aspect innovation est présent, je dirais, à 75-80% des cas. Et à ce moment-là, on demande une présentation en quelques pages du projet que nous soumettons à notre comité d'investissement qui est constitué des partenaires sociaux, à la fois organisations patronales et syndicats de salariés représentatifs. C'est eux qui ensuite prennent la décision. Je dois dire que sur l'avis des membres du bureau, la décision généralement est positive. Donc je dirais toutes les formes d'accès au fonds de dotation Merci permettent de nous poser un projet que nous prenons en charge. Alors on le voit de manière spécifique aujourd'hui, le fonds cofinance des projets innovants, donc qui contribuent à l'amélioration de la santé, sécurité et bien-être au travail. Mais est-ce que ça nécessite toujours autant de moyens qui sont somme toute impressionnants, tant matériels qu'humains? Tout dépend des projets. Je dirais que nous suivons trois grandes catégories de projets. Il y a les applications immédiates dans les milieux de travail, où un problème est posé qui est attentatoire ou qui peut être attentatoire à la santé, à la sécurité ou au bien-être des salariés. Et puis, on a dû constater aussi que l'initiative de porter un tel projet appartient aux différents échelons de la hiérarchie dans les structures où il y a du travail. Or, jusqu'à présent, la formation, la sensibilisation et la formation de ces différents échelons de la hiérarchie, notamment dans les écoles d'ingénieurs, étaient sinon absentes, mais disons très pauvres. Donc nous avons également des projets, notamment avec l'ENIM et avec l'Université de Lorraine, qui visent à
mettre en place des modules de sensibilisation et de formation pour les futurs cadres, les futurs agents de hiérarchiques qui seront confrontés à ces problèmes de sécurité, qui n'attendront pas qu'un incident survienne pour réagir, mais qui, par prévention, réfléchiront à toutes les conditions d'amélioration possibles pour éviter, c'est ça le terme important, éviter toute altération à la santé, sécurité des salariés. Alors, des cas d'application du premier domaine, je dirais, je le disais tout à l'heure, avec Manoir Industrie, on est parti d'un principe qui était connu, mais pas suffisamment ancré dans l'esprit des hiérarchies et des dirigeants et des responsables. C'est que lorsqu'il y a risque potentiel de l'activité d'un mécanisme sur un salarié, il vaut mieux protéger la machine, habiller la machine, que protéger et habiller le salarié. Nous avons connu à Manoir Industrie une situation dans laquelle le salarié était un véritable scaphandrier devant une machine. Aujourd'hui, eh bien, le servant de cette machine peut le faire dans la même tenue que la mienne ce jour. C'est la machine qui est protégée, qui est, comment dirais-je, carénée avec des extractions de fumée, de vapeur, toutes les protections possibles et imaginables. Voilà un principe qui a été fait. Un deuxième principe, c'est le cas d'un EHPAD, dans lequel on s'est rendu compte que ceux qui souffraient le plus de risques d'altération psychologique et mentale, c'étaient les soignants. Du fait parce que peut-être pas suffisamment de formation, trop peu nombreux, ou dans des conditions difficiles avec les patients et avec les familles des patients, eh bien on s'est rendu compte qu'amener un outil de relaxation, de repos intermittent à ces soignants-là par un jardin pédagogique, eh bien, a été une solution qui aujourd'hui est saluée et qui amène d'autres EHPAD à nous solliciter. Mais alors, comme maintenant ça a été fait une fois, ce n'est plus innovant, donc, mais il y a là cette contrainte d'intérêt général. Nous demandons à chaque structure que nous aidons de nous donner la possibilité et le droit de communiquer les résultats de ces études-là à tous ceux qui peuvent nous saisir. Un troisième exemple d'altération possible, c'est le port de charge. Surtout le port de charge qui ne sont pas répétitives au niveau de la charge elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité, c'est le cas de Simurex à Boipy, où ils font des treillages métalliques pour la construction, les bâtiments, les travaux publics. Mais alors il y a de petits assemblages, il y a de très grands assemblages, il y en a qui sont petits mais très lourds. Et donc la diversité de ces produits qui doivent être manutentionnés, empaquetés, fait que une rationalisation, une automatisation est très difficile à mettre en place. Donc l'étude vise à trouver des moyens de protéger ceux qui sont chargés de ces manutentions, de ces manipulations-là. C'est un autre cas d'espèce où nous agissons directement sur l'amélioration des conditions de travail au profit des salariés. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, former des jeunes cadres et, avec l'Université de Lorraine, c'est le troisième volet, faire de la recherche sur les périls futurs, sur les altérations futures qui pourront survenir du fait des évolutions des conditions de travail. Je prendrai un exemple. Le télétravail a eu toutes ses conséquences sur le mental, sur la psychologie, sur les risques psychosociaux qui peuvent atteindre les salariés. Il est évident qu'il y a là tout un domaine dans lequel on peut faire de la recherche, notamment au niveau des comportements des salariés eux-mêmes, comportement des éléments hiérarchiques donc qui sont responsables, qui observent ce qui peut se passer, tout cela dans le but d'améliorer les conditions de travail, de santé, de sécurité, de bien-être. Et si nous arrivons à améliorer tout cela, eh bien on participe à donner un sens au travail, qui est une revendication aujourd'hui des salariés. Savoir pourquoi ils participent à la création d'une œuvre, à la création d'un service, donc du sens au travail. Nous essayons d'y participer et c'est ça notre ambition. Maurice, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je tiens d'ailleurs aussi à ajouter la chose suivante. La demande de fonds ne répond pas forcément de manière automatique au fait de recevoir de l'argent de la part du fonds Merci.
Maurice l'a dit tout à l'heure, il y a bien une étude très précise du dossier qui est réalisée et le montant des fonds est bien sûr à la hauteur de la qualité et de l'intérêt de l'innovation en question. C'est bien ça, Monsieur Grunewald? C'est bien ça. 3 dernières questions. Une d'abord pour vous, Simon, pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a combien de personnes qui se mobilisent pour aboutir à ce prototype de plateforme et quel type de profil de métier on retrouve derrière ce bout de plastique que je tiens en main? Alors effectivement, pour le circuit électronique ici, nous avons un ingénieur électronicien qui a été recruté donc dans le cadre et qui va être poursuivi là, dans le cadre du projet. Pour le volet fabrication des nouveaux capteurs, de ces capteurs innovants, eh bien, on a plusieurs personnes donc, qui sont des docteurs, des ingénieurs-chercheurs docteurs qui œuvrent dans le domaine de la physique des matériaux et de la microfabrication. Et puis il y a tout le volet informatique. On a vraiment tout le panel où là on a effectivement des ingénieurs pour la mise en œuvre des bases de données, du réseau, des moyens et puis des gens qui ont un niveau de chercheur pour la génération de ces nouveaux algorithmes et de la mise en œuvre de stratégies de protection des travailleurs comme vous le disiez. Jean-Paul, on l'a dit tout à l'heure, alors vous êtes un peu plus en charge de la collecte de l'ensemble des données, de travail d'algorithme pour à un moment donné en sortir des mesures. Très concrètement, les salariés de demain, en quoi l'existence de ce type d'outils va avoir un impact sur leur travail? Est-ce qu'on peut avoir des applications concrètes qui nous soient données? Des applications, je vais reprendre les mots d'Abdallah. On passe la majorité du temps dans un espace clos. Alors il y avait des chiffres, c'est dommage, je les ai plus en tête. La quantité d'air qu'on absorbe, c'est phénoménal. Donc si on y ajoute l'environnement de travail en plus, donc là, je crois que tout simplement les personnes qui vont travailler dans ces endroits-là, leur grand gain, ça va être leur santé, tout simplement. Alors c'est du long terme, c'est vrai que toutes ces petites pollutions, ça a des effets à très long terme. Et puis comme le rappelait le président, je pense qu'être concerné par ce genre de choses, ça aide aussi à vivre mieux le travail. Donc il y a les deux aspects, on est protégé, mais on se sent aussi impliqué dans la sécurité au travail. Voilà. Abdallah, une toute dernière question. Aujourd'hui, vous nous avez présenté un prototype. On peut imaginer que ce prototype soit à grande échelle disponible dans combien de temps et où et dans quel domaine de prédilection dans un premier temps, s'il y en a un? Oui, donc avant de répondre à cette question, c'est que je voudrais bien préciser qu'on parle des capteurs. Un capteur, c'est la fonction de capter et de détecter, mais en fait, on fait un système de capteurs parce que les capteurs aujourd'hui, dans un environnement, on va dire, connecté, il faut qu'ils communiquent entre eux, capteurs entre capteurs. Il faut qu'ils communiquent avec l'extérieur et avec d'autres plateformes. Il faut qu'il y ait toute une gestion de données, comme a expliqué mes collègues Jean-Paul et Simon. Il faut que ça soit compact, il faut que ça soit fiable. Donc il y a beaucoup de critères. Et maintenant, les technologies qu'on est en train de développer ici, de semi-conducteurs et les technologies en informatique, ils peuvent répondre donc, à toutes ces problématiques. Donc là, maintenant, pour aller plus loin, comme vous dites, sur ce prototypage et de voir peut-être de le faire à grande série, moi je dirais que dans la technologie, il y a des phases. C'est ce qu'on appelle les TRL, le Technology Readiness Level. Donc les TRL, ils vont de 1 à 9. 9, c'est que le produit, il est commercialisable, il est dans le commerce. 1, il est au début de la recherche. Donc aujourd'hui, on en est au stade? Non, là, on est au stade, on est sorti de stade 3, donc on est au stade 4. D'accord. TRL 4, ce qui est déjà pas mal, parce que pour sortir de 3 du laboratoire, c'est pas facile. Donc le prototypage, donc on est au TRL 4. Et donc notre objectif, c'est pas de faire de produits commercialisables pour le moment, mais c'est de faire un objet qui est un système qui est fiable et d'aller au-delà de TRL 7, ce qui est déjà énorme parce qu'on peut le tester ce qu'on appelle dans l'environnement réel. Pour le moment, on les teste dans l'environnement de laboratoire, mais on va le sortir de laboratoire et il va être testé dans un environnement réel. C'est quoi le point de bascule qui fait que d'un seul coup, ça devient commercialisable et un industriel s'en empare pour le commercialiser?
D'abord, il faut, vous l'avez dit au début, parce qu'il y a d'autres capteurs qui existent dans le commerce, il faut qu'ils se distinguent de ces capteurs-là. Par exemple, qu'il y a plus d'interférences, qu'il peut être très sélectif, beaucoup plus compact, une réponse rapide. Donc, suivant les critères, donc, il y a des industriels qui peuvent être... Déjà, il y a des industriels qui s'intéressent à notre produit. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas suffisant. Donc, il faut aussi qu'il y ait un marché pour ces capteurs-là. Et ça dépend. Est-ce que c'est pour une seule application ou pour différentes applications? Et c'est là où il faut voir, est-ce que c'est mieux de donner la licence à une entreprise ou bien de créer une start-up pour un peu balayer plus d'applications. Et ça, c'est quelque chose qu'il est déjà dans notre, je veux dire, roadmap ou notre plan stratégique donc, pour le développement de ces capteurs. On va justement finir sur cette notion de start-up. Jean-Paul, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à créer autour de soi une équipe et un esprit start-up pour justement tracer le chemin et l'avenir de ce type de prototype? Alors ça, c'est pas une question facile. Hein. Oui, mais c'est peut-être pour ça que je la pose à quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi. Intelligent, je ne sais pas. Il faut des bons leaders. Hein. Voilà, donc il faut des gens qui soient en capacité d'entraîner tout ça, de faire les bons choix technologiques, de faire les bons choix scientifiques et de recruter aussi des gens, des talents. Hein. Donc voilà, c'est un microcosme, il faut mettre tout ça en musique, mais je crois qu'un bon leader, c'est essentiel. Alors justement, vous venez exactement là où je voulais en venir. On est dans un domaine de très haute technologie. Comment est-ce qu'on attire, alors là pour le coup je m'adresse à vous trois, des talents à soi plutôt que de les voir ailleurs? Abdallah, je t'en prie. Oui, je suis sensible à ce point-là. Parce que je peux le dire, vous m'avez donné l'occasion, c'est que tout ce qu'on développe ici à l'Institut Lafayette ou à l'IRL, c'est grâce aux talents, aux chercheurs qui sont présents. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une notion qui est très très importante. Ce n'est pas les équipements, ce n'est pas les moyens, mais c'est les personnes qui font, je veux dire, tout le changement. Et nous, on est très sensibles à ça pour attirer les talents. Donc, pour attirer les talents, c'est vraiment c'est tout un cycle. C'est que il faut des aimants, il faut des gens qui attirent. Donc il faut montrer qu'on fait un excellent travail et qu'on a les moyens pour eux. Donc ça, c'est très très important. Les talents, ils ne viennent pas que pour l'argent. Donc ils doivent avoir un environnement favorable. Nous avons un environnement favorable. Vous voyez ici, c'est de la haute technologie et on est comparable à les plateformes, je veux dire, au niveau mondial. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'il faut qu'il y ait des bons projets. À leur donner. Et donc c'est tout un exercice et parfois on voit que des talents de très haut niveau, des chercheurs qui nous contactent et qui nous disent est-ce que vous avez un poste chez vous pour travailler. Et c'est une fierté. L'autre chose, je peux souligner, c'est qu'on a perdu aussi des talents de très haut niveau dans des grandes entreprises sans les nommer, et c'est en France, aux États-Unis et un peu par le monde, un peu partout dans le monde. Et on est fiers qu'on a vu que ces industriels, ces compagnies, ils sont venus chercher les chercheurs de Chine. Voilà. Abdallah, merci beaucoup. Maurice, avant de clore cette émission, je crois que vous teniez à nous rappeler un événement important qui va se dérouler le 16 juin prochain à l'Arsenal. Oui, dans la suite du premier colloque que nous avons tenu le 2 juin 2022, nous avons prévu d'organiser, et nous allons le faire, le 16 juin prochain, un nouveau colloque qui a pour objectif de redorer, je dirais, le blason de la valeur travail. Valeur qui aujourd'hui était quand même bien discutée. Et nous estimons que, non seulement nous estimons, nous constatons que dans tous les domaines de l'activité, eh bien, recruter du personnel, fidéliser du personnel est devenu une gageure. C'est très difficile. Donc le fait de redorer, je dirais, le blason de la valeur travail, notamment en participant à cette composante qu'est la santé, sécurité et le bien-être, le sentiment de bien se sentir
dans son environnement de travail, d'avoir un sens à ce travail, parce qu'on est persuadé que l'on participe à la construction, à la vie de la société et de son fonctionnement. Donc redonner, dynamiser ces efforts qui visent à améliorer les conditions de travail, santé, sécurité, bien-être, nous voulons démontrer que c'est un facteur qui doit faciliter la prise de conscience par les uns et les autres, hommes et femmes, de la valeur travail, de répondre également aux sollicitations de recrutement qui sont faites, et lorsqu'on est dans une entreprise, dans une structure, eh bien, de favoriser la fidélisation à son lieu de travail, parce que ce que nous voudrions, c'est que tout un chacun soit fier de ce qu'il fait, soit fier de participer à la vie de la société. Merci beaucoup Maurice. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent que lors de ce deuxième colloque, un certain nombre d'innovations seront présentées à l'ensemble des participants. C'est bien cela, Maurice? Vous vouliez rajouter quelque chose, Président? Abdallah, Simon, Jean-Paul, tout d'abord, merci à nouveau à vous trois pour votre accueil. Merci aussi à toutes vos équipes qui ont accepté à un moment donné de changer leur plan de travail pour nous laisser un peu de place, voire beaucoup de place, puisqu'on a un peu chamboulé votre planning. Maurice, à très très bientôt, je crois, pour un prochain numéro des instants avec le fond. Et enfin, merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.